Notre première actu, et je suis beaucoup trop excentré cette fois-ci. Non mais ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Voilà. Non, encore un peu. Encore un peu. Non mais oh, reste en direct. Tout est en direct ce soir. C'est à la main comme les Romains. Notre première actualité du jour nous conduit tout simplement à parler bien de la peine capitale. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Je suis tombé ces derniers jours, alors que je préparais la reprise des émissions, sur un rapport qui parlait de cette longue période de ces 2 années sans exécution capitale et des problématiques intéressantes que ça pouvait poser pour les abolitionnistes. Je vous lis une partie de l'article, comme ça on va rebondir dessus. Le Japon n'a exécuté personne depuis plus de 2 ans, voilà, ce qui semble refléter sa récente prudente après avoir pendu des condamnés à mort tous les quelques mois sous le gouvernement dirigé par le Parti libéral-démocrate. Il faut savoir qu'à cette époque-là, avant son retour au pouvoir, eh bien, les gouvernements précédents effectivement pendaient à tour de bras. Mais il se trouve qu'une nouvelle erreur judiciaire, vous le savez, nous a sauté à la figure là, il y a quelques mois. On la connaissait depuis longtemps, mais l'arrêt des exécutions pourrait être lié au limogeage du ministre de la Justice en 2022, en raison des commentaires inappropriés sur la peine de mort et au nouveau procès en cours de Hakamata Iwao, un ancien détenu âgé accusé d'un quadruple meurtre en 1966. Vous savez, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est ce monsieur qui est resté dans le couloir de la mort entre 1966 et 2000, que je ne dise pas de bêtises, je n'ai plus la date, enfin je crois que c'était 2017, accusé à tort d'un quadruple meurtre de la famille de ses employés. C'était un jeune boxeur à l'époque, amateur, mais qui travaillait aussi dans l'entreprise de ce monsieur, et dont on sait aujourd'hui qu'il était innocent des crimes qui lui étaient reprochés. On a les traces ADN, les preuves, on est sûr à 100% qu'il était innocent. Et il se trouve que maintenant, en regardant en arrière, on voit que les ministres de la Justice successifs ne se hâtent pas à appuyer sur le bouton de la machine à pendre, parce que le dernier en date, c'était Kato Tomohiro, vous savez, le massacre d'Akihabara dont je vous ai déjà parlé, qui a été pendu le 26 juillet 2022. Voilà, depuis, il n'y a rien eu, et beaucoup d'exécutions ont été reportées au calendrier parce que, il y a un énorme problème avec certains ministres. Le procès en révision de monsieur Hakamata a commencé début octobre de l'année dernière dans le district de Shizuoka. On sait qu'il va être acquitté, on a déjà l'assurance qu'il va être acquitté, on a donc l'assurance qu'une exécution successive à une erreur judiciaire existe aujourd'hui, et qu'elle se refile comme une patate chaude de ministre en ministre. J'avais noté cela aussi. Le système japonais de la peine capitale a suscité des critiques internationales pour son manque de transparence concernant le calendrier des exécutions. N'oublions pas, les condamnés à mort étant généralement informés quelques heures, voire moins d'1 heure avant l'exécution de la sentence. Cependant, le gros problème étant pour les abolitionnistes dont je suis, vous le savez, le dernier sondage organisé par le gouvernement directement auprès de la population et d'un échantillon assez large montre que seulement 8,1% des Japonais est favorable à l'abolition de la peine de mort, de la peine capitale. Sachant que les autres pensent que c'est une loi nécessaire et qui est nécessaire à la sécurité du pays, ce que toutes les études invalident depuis des années, vous le savez comme moi. Voilà. La loi sur la procédure pénale, maintenant, je vais vous en parler un petit peu, vous allez voir pourquoi ça commence à se diriger doucement mais sûrement,
vers une possible loi d'abolition dans les années qui viennent. La loi sur la procédure pénale stipule qu'une exécution doit être effectuée dans les 6 mois suivant la finalisation du jugement. Ça, c'est directement lié aux résolutions de l'ONU et par rapport aux droits de l'homme. On n'emprisonne pas dans un couloir de la mort quelqu'un pendant des années, ce qui est le cas actuellement. Mais le délai moyen entre un jugement finalisé et une exécution était d'environ 9 ans, de 2014 à 2023. Avant, elle était beaucoup plus courte et depuis, elle est beaucoup plus longue. Donc depuis le retour au pouvoir donc, du Parti libéral-démocrate en décembre 2012, ils avaient perdu le pouvoir pendant une petite période où c'était le centre-gauche qui était là, où ils n'avaient pas arrêté les exécutions pour autant. C'est Tanigaki Sadakazu, qui est le ministre de la Justice, il a ordonné 11 exécutions jusqu'en septembre 2014, et après c'est la machine à pendre a repris de plus belle, vous le savez. On a tous les membres de Aum Shinrikyo qui ont été pendouillés, notamment Asahara, entre autres, mais aussi toute sa bande. Ce qui a relancé aussi, bien entendu, les polémiques sur le traitement de l'affaire. Il y a eu une époque, bien avant cela, où on avait déjà eu ce type de problème. Il n'y avait pas eu d'exécution pendant plus de 3 ans, après novembre 1989. Bien parce qu'il y avait eu une énorme erreur judiciaire. Un condamné à mort avait été reconnu non coupable pendant la révision de son procès suite à des nouveaux éléments. Et le jeune homme en question avait été exécuté. Il n'était donc plus question de refaire son procès, et cette terrible erreur judiciaire sans aucun appel. On avait vraiment toutes les preuves nécessaires. Le véritable coupable s'était rendu, on avait trouvé des preuves matérielles. Alors c'était bien sûr au tout début de la police scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais on a la preuve irrémédiable que cet individu était innocent et a donc été pendu à tort, qui était vraiment même pas impliqué dans l'affaire. Ça avait donné lieu à une première réflexion sur l'abolition qui était tombée à l'eau. Voilà. Il faut savoir que cette même année, en décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté un protocole facultatif, c'est ça que je ne comprends pas, visant à abolir la peine de mort dans le monde, et le Japon ne l'a pas signé. On le lui a reproposé quand M. Kishida est arrivé au pouvoir, et il a de nouveau, ou à nouveau, comme vous voulez, refusé de signer ce protocole d'abolition universelle, parce qu'il y a une forte pression des partis conservateurs et des partis d'ultra-droite, mais alors aussi d'une certaine partie de la gauche révolutionnaire, qui voudraient peut-être se garder la loi sur la peine capitale si un jour ils arrivaient au pouvoir. Mais bon, voilà. Pour l'instant, on en est toujours dans cette espèce de chambre noire dans laquelle on ne sait pas vraiment si le gouvernement va continuer à geler les exécutions capitales. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de tueurs qui ont fait la une des journaux qui sont dans les couloirs de la mort, dont certains innocents, je ne vais pas vous en reparler encore. Mais est-ce que ça va donner lieu à un vote? Non. Ça, Kishida a dit qu'il n'y aurait pas de vote à la diète pour l'abolition ou non, sachant qu'elle est dans la Constitution de 1945 et que pour l'instant il n'est en aucune façon question de toucher à la Constitution. Donc moi j'espère qu'on va avancer un peu sur ce sujet. Si on pouvait être sur une peine capitale à l'anglaise, c'est-à-dire qui n'est pas exécutée, pardon pour le bis repetitias, mais ça serait déjà un pas énorme. Mais je sais que l'été ou la fin d'année est souvent propice à la signature des ordres d'exécution. On va voir, affaire à suivre en tout cas, dossier à suivre. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Allez, affaire suivante. Et là, je suis bien cadré. La deuxième actualité nous conduit, une fois de plus, alors c'est une actualité nationale, sur le grand problème des demandeurs d'asile et des réfugiés au Japon depuis quelques années. Je en avais déjà parlé à plusieurs reprises de façon assez anecdotique
quand on parlait d'affaires plus graves autour. Mais il se trouve ça ne se dit pas, que les demandeurs d'asile au Japon sont devenus la population la plus précaire et sont confrontés à une grande pauvreté. Devient même la population la plus pauvre du Japon, notamment tous les demandeurs d'asile qui se retrouvent à la charge des autorités locales et des groupes d'aide associatifs, puisque le gouvernement de M. Kishida a décidé de ne plus donner aucune allocation aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, même ceux en provenance de pays en guerre. Donc ce sont des associations privées, subventionnées par d'autres associations américaines ou européennes, notamment la North Kanto Health Constitution Association, qui est une association qui s'occupe de soigner les demandeurs d'asile et les réfugiés. Je vous l'avais dit, la loi révisée sur l'immigration, qui est entrée en rigueur fin juin, limite le nombre de fois que les étrangers peuvent demander l'asile, mais leur permet de rester en attendant que la dernière fois, donc maintenant c'est je crois 2 demandes, leur permet de rester sur le territoire en résidence surveillée ou dans des foyers en leur interdisant de travailler ou de prendre un quelconque emploi, même peu rémunéré, en échange de services. Donc ils deviennent les populations les plus précaires et forcément, certains renoncent à se soigner parce qu'ils ne peuvent pas. Les centres de soins se font de plus en plus rares. Là, celui que vous voyez sur l'image, non, ici, là, donc, là, de ce côté, ici, non, là, ici, là, sur cette image-là, c'est ce fameux centre du nord du Kanto qui est tenu par des bénévoles. Donc, ce sont des bénévoles, alors, vous savez que c'est pas... Bon, ce sont des bénévoles qui sont régulièrement envoyés sur des théâtres d'opération. Le médecin que vous voyez là revient de Gaza, en l'occurrence. Voilà, il y a énormément d'associations maintenant qui essaient de trouver des subsides pour pouvoir ouvrir plus de dispensaires et pouvoir soigner les demandeurs d'asile, les réfugiés qui sont de plus en plus nombreux, hein, vous le savez. Et qui se trouvent dans des situations absolument improbables dans lesquelles ils ne peuvent être ni soignés ni trouver d'emploi et dépendent vraiment de la charité publique. Certains vivent avec zéro. Je lisais le témoignage dans le Mainichi d'une famille qui vient du Bénin, en Afrique, et qui est arrivée il y a 2 ans et demi au Japon, un couple et 5 enfants, et qui ne touchent absolument rien et qui ne peuvent pas repartir parce que leur titre est en cours d'examen et qui se trouvent donc tout simplement être tributaires de la charité publique, donc privée en l'occurrence, puisque le gouvernement de Kishida a encore une fois refusé de débloquer des crédits pour venir en aide aux gens qui sont en situation d'attente. Voilà. Beaucoup s'en réjouissent, on pourrait se dire comme ça incite à pas venir. Oui, mais le problème c'est que beaucoup de ces personnes arrivent avec des maladies qui sont parfois même, pas souvent, mais transmissibles, donc ne sont pas soignés, ne sont pas diagnostiqués, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il manque des centaines de professeurs de japonais pour que les enfants des réfugiés et des demandeurs d'asile puissent au moins avoir accès à des cours de japonais, puisqu'ensuite, s'ils veulent avoir un visa, ils vont être forcément confrontés à des épreuves de langue, et puis si on ne parle pas la langue d'un pays, on ne peut pas s'y intégrer, ça c'est une règle universelle. Voilà, donc les frais médicaux pour l'instant sont à la charge de ces associations, les frais de bouche, les frais d'hébergement, donc il y a des associations qui se débrouillent pour racheter des immeubles, pour louer des hôtels, etc. Cet assaut vient en aide aux plus démunis et statut de réfugiés depuis 1997. Ils ont réussi à régulariser plus de 3000 personnes, alors principalement Moyen-Orient, Proche-Orient et Afrique subsaharienne. Et je lisais donc justement cette interview de Madame Nagasawa, pardon, c'est l'autre, c'est Madame Nagasawa, qui a déjà 70 ans et qui travaille dans cette association quasiment depuis le début et qui disait que effectivement les personnes ne peuvent pas recevoir de traitement approprié, ce qui met leur vie en danger et la vie des gens autour en danger également, qu'il serait peut-être temps que Monsieur Kishida comprenne cette problématique. On a cette première approche-là qui est une approche purement médicale, donc avec des gens qui se retrouvent là, des gens qui sont obligés parfois de se procurer à manger par des moyens illégaux, ce qui fait que ce statut de réfugié précaire
pousse certaines personnes à voler de la nourriture tout simplement, ou à en agresser d'autres pour avoir de l'argent, qui fait donc monter la criminalité, mais pas du fait des réfugiés, du fait du statut des réfugiés, puisque une personne qui serait autorisée à travailler, par exemple, pourrait subvenir à ses besoins, et même si son visa est refusé, effectivement, on vous refuse le visa, vous partez du pays, ça c'est tout à fait normal, mais en attendant de savoir si on peut rester ou pas, un visa provisoire permettrait à ces réfugiés, à ces demandeurs d'asile, de travailler, sachant qu'il y a quand même une allocation qui est allouée aux personnes qui sont réfugiés politiques et qui pourront donc résider sur le territoire avec des subsides en attendant d'avoir les cours de japonais adéquats, etc., pour pouvoir s'intégrer plus tard dans la société s'ils veulent rester. Voilà. C'est vraiment très très compliqué, c'est un problème insoluble, et puis on le retrouve de plus en plus, parce que les demandeurs d'asile et les réfugiés arrivent de plus en plus nombreux au Japon. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, d'ailleurs il va falloir qu'on parle bientôt de l'immigration française au Japon qui explose littéralement, et ça on en parlera avec ma belle-sœur dont c'est le métier. Voilà, donc je disais que les droits de l'homme des personnes en demande d'asile doivent être protégés. C'est ce que demande Ibosuku Shōichi, qui est l'avocat vraiment spécialisé dans la défense des étrangers au Japon et des questions juridiques qui y sont liées. Ils doivent être protégés, un cadre juridique doit être établi pour qu'elles puissent recevoir un soutien médical, scolaire et financier pour assurer la dignité de l'être humain. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez compliqué. Selon son agence, à la fin du mois dernier, ils étaient 4133 nouveaux demandeurs d'asile, dans le cas de ce monsieur que vous voyez là au dispensaire par exemple, à être dans le dénuement le plus total et n'avoir aucune assurance de pouvoir rester sur le territoire dans des conditions dignes avant d'être possiblement renvoyés si leur visa est refusé, sachant que les périodes sont de plus en plus longues. Voilà. Écoutez, je voulais vous en reparler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve que le double standard, on va dire, de cette politique migratoire qui se plaint des méfaits des populations en attente de visa est assez hypocrite et qui serait peut-être temps justement de modifier cet ensemble de lois. On en reparlera très très certainement et très très vite. Affaire à suivre.